Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui, bien longtemps, après ma toute première vidéo, qui finalement était quelque part un faux départ. Donc je m'excuse. En fait, il s'avère que j'ai trouvé du travail. Donc forcément, j'avais un petit peu moins de temps, même beaucoup moins de temps, pour me relancer dans les vidéos ASMR. Voilà. Donc, je vous avais dit la dernière fois que je vous lirais un passage de la saga de Philippe Pullman, c'est-à-dire les Royaumes du Nord. Eh bien, je vais m'y atteler dès maintenant. Je vais donc vous lire le début, donc l'incipit, du premier tome de la saga À la croisée des mondes. Donc, ce premier tome s'intitule Les Royaumes du Nord. C'est une traduction de Jean Hesch. Alors il y a un petit avant-propos que je vais vous lire avant. Et puis ensuite je vais vous lire une partie du premier chapitre. Probablement pas tout le chapitre en entier parce que ça risque d'être un petit peu long pour moi. Mais en tout cas, toute la première partie. Donc, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Les Royaumes du Nord est le premier volume d'une trilogie qui a pour titre À la croisée des mondes. Le premier volume a pour cadre un univers semblable au nôtre, mais différent en bien des points. L'action du deuxième volume se déroule dans l'univers que nous connaissons. Dans le troisième volume, les personnages évolueront dans ces différents univers. Oxford, première partie. Chapitre 1. La carafe de Tokay. Lyra et son démon traversèrent le réfectoire où grandissait l'obscurité en prenant bien soin de rester hors de vue des cuisines. Les trois longues tables qui occupaient toute la longueur du réfectoire étaient déjà dressées. L'argenterie et les verres réfléchissaient la lumière déclinante et les longs bancs étaient tirés, prêts à accueillir les convives. Les portraits des anciens maîtres étaient accrochés au mur, tout là-haut dans la pénombre. Lyra atteignit l'estrade, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule vers la porte ouverte des cuisines, et ne voyant personne, elle s'approcha de la table surélevée. Ici, les couverts étaient en or, pas en argent, et les 14 sièges n'étaient pas des bancs en chêne, mais des chaises en acajou, dotées de coussins en velours. Lyra s'arrêta à côté de la chaise du maître et donna de l'ongle une chiquenaude sur le plus grand des verres. Le tintement clair résonna dans le réfectoire. « Tu n'es pas sérieuse, chuchota son démon. Sois sage. Il se nommait Pantalémon, et à cette heure, il avait pris l'apparence d'un papillon de nuit marron pour passer inaperçu dans l'obscurité du réfectoire. Ils font bien trop de bruit dans les cuisines pour nous entendre, répondit Lyra à voix basse, et l'intendant n'apparaît qu'au premier son de cloche. Cesse un peu de t'inquiéter. Malgré tout, elle appuya la paume de sa main sur le cristal qui continuait de résonner, et Pantalémon s'éloigna dans un pas de la porte du salon, situé à l'autre extrémité de l'estrade. Il réapparut presque aussitôt. Il n'y a personne, chuchota-t-il, mais nous devons faire vite. Accroupie derrière la table, Lyra fila jusqu'à la porte et pénétra à l'intérieur du salon. Là, elle se redressa en regardant autour d'elle. L'unique lumière provenait d'une cheminée dans laquelle des bûches flamboyantes se tassèrent légèrement au moment où son regard se posait sur elle, faisant jaillir dans l'âtre une fontaine d'étincelles. Lyra avait passé presque toute sa vie au collège, mais jamais encore elle n'avait vu le salon.
Seuls les érudits et leurs invités pouvaient entrer ici, et uniquement les hommes. Les servantes elles-mêmes ne faisaient pas le ménage dans cette pièce. Cette tâche était réservée au majordome. Pantalémon se posa sur l'épaule de Lyra. « Alors tu es contente? On peut s'en aller maintenant, murmura-t-il. Ne dis pas de bêtises, j'ai envie d'en profiter. C'était une vaste pièce avec une table ovale en bois de rose verni, sur laquelle étaient posées plusieurs carafes et des verres, ainsi qu'un nécessaire de fumeur en argent avec un râtelier à pipe. Sur un buffet, non loin de là, se trouvait un petit poêlon et un panier contenant des têtes de coquelicots. « Il ne manque de rien à un banc, commanda-t-elle à voix basse. Elle s'assit dans un des fauteuils en cuir vert. Celui-ci était si profond que Lyra se retrouva presque allongée, mais elle se redressa et glissa ses jambes sous ses fesses pour contempler les portraits sur les murs. D'autres érudits, sans doute, en toge, barbus, sinistres, ils la regardaient du haut de leur cadre avec un air de désapprobation solennelle. « À ton avis, de quoi parlent-ils ici ?» commença Lyra. Mais avant d'avoir achevé sa question, elle entendit des voix de l'autre côté de la porte. « Derrière le fauteuil, vite !» murmura Pantalémon. En un éclair, Lyra jaillit du fauteuil pour s'accroupir derrière le dossier. Hélas, ce n'était pas le fauteuil le mieux adapté pour se cacher. Il était situé au milieu de la pièce, et à moins de ne faire aucun bruit. La porte s'ouvrit et la lumière changea. Un des intrus tenait une lampe qu'il déposa sur le buffet. Lyra apercevait ses jambes dans leurs pantalons vert foncé et leurs chaussures noires lustrées. C'était un domestique. Puis une voix rauque demanda « Lord Asriel est-il arrivé ?» C'était le maître. Alors que Lyra retenait son souffle, elle vit le démon du serviteur, un chien comme presque tous les démons des serviteurs, entrer en trottinant et s'asseoir sagement près de lui. Puis les pieds du maître apparurent à leur tour, chaussés des souliers noirs usés qu'il portait toujours. « Non, maître, » répondit le majordome, « aucune nouvelle non plus de l'aérodoc. Il aura faim en arrivant, je suppose. Conduisez-le directement au réfectoire. » « Très bien, maître. Avez-vous décanté à son intention une bouteille de ce toquet particulier ? » ?»« Oui, maître, le 1898 comme vous l'avez ordonné. Je me souviens que sa seigneurie a un faible pour ce vin. » « Parfait, vous pouvez disposer maintenant. » « Avez-vous besoin de la lampe, maître ? » ?»« Oui, laissez-la. Vous penserez à venir l'entretenir au cours du repas. » Le majordome s'inclina légèrement et pivota sur ses talons pour s'en aller. Son démon, bien dressé, le suivit en trottinant. De sa cachette, qui n'en était pas vraiment une, Lyra vit le maître se diriger vers une imposante penderie en chêne. Dans un coin de la pièce, décrocher sa toge suspendue sur un cintre et l'enfiler péniblement. Le maître avait été un homme robuste, mais il avait maintenant plus de 70 ans. Ses mouvements étaient raides et lents. Son démon avait pris l'apparence d'un corbeau, et dès que le maître eut fini d'enfiler sa toge, l'oiseau s'élança du haut de l'armoire pour venir se poser à sa place habituelle sur son épaule droite. Lyra sentit que Pantalémon était rongé d'angoisse, même s'il ne faisait aucun bruit. Elle, au contraire, éprouvait un délicieux sentiment d'excitation. Le visiteur auquel le maître avait fait allusion, Lord Asriel, n'était autre que son oncle, un homme qu'elle admirait et redoutait grandement. On racontait qu'il s'occupait de haute politique, d'exploration secrète et
sortit de sa poche un papier plié qu'il déposa sur la table. Après avoir ôté le bouchon d'une carafe contenant un vin à la riche robe dorée, il déplia le papier et versa dans la carafe un filet de poudre blanche avant de chiffonner la feuille et de la jeter dans le feu. Il prit ensuite dans sa poche un crayon avec lequel il remua le vin jusqu'à ce que la poudre soit totalement dissoute, et il remit le bouchon sur la carafe. Son démon émit un bref et faible croassement. Le maître lui répondit à mi-voix, et ses yeux ternes aux paupières tombantes balayèrent la pièce, puis il ressortit par là où il était entré. « Tu as vu ça, Pan ?» murmura Lyra. « Évidemment que j'ai vu. Dépêchons-nous de filer avant l'arrivée de l'intendant. » Mais au moment même où il prononçait ces mots, le tintement unique d'une cloche résonna à l'autre bout du réfectoire. « La cloche de l'intendant !» s'exclama Lyra. « Je croyais que nous avions davantage de temps. » Pantalémon fila à tire-d'aile vers la porte du réfectoire et revint tout aussi rapidement. « L'intendant est déjà là, lui dit-il, et tu ne peux pas sortir par l'autre porte. » L'autre porte, celle par laquelle le maître était entré et sorti, donnait sur le corridor très fréquenté qui reliait la bibliothèque à la salle des érudits. À 7 heures, il était encombré d'hommes qui enfilaient leurs toges pour le dîner ou s'empressaient de déposer des papiers et des porte-documents dans la salle des érudits avant de pénétrer dans le réfectoire. Lyra avait envisagé de repartir par où elle était venue, croyant disposer de quelques minutes supplémentaires avant que ne retentisse la cloche de l'intendant. Si elle n'avait pas vu le maître verser cette poudre dans le vin, peut-être se serait-elle risquée à affronter la colère de l'intendant ou à traverser, en espérant ne pas se faire remarquer, le corridor encombré. Mais elle était désorientée et hésitait. Soudain, elle entendit un pas lourd sur l'estrade. L'intendant venait s'assurer que le salon était prêt à accueillir les érudits après le dîner pour le vin et les pavots. Alors, elle se précipita vers la penderie en chêne, ouvrit la porte, se cacha à l'intérieur et referma la porte jusqu'au moment où l'intendant entrait. Elle n'était pas inquiète pour Pantalémon. La pièce était sombre et il pouvait toujours se glisser sous un fauteuil. Voilà, je pense que je vais arrêter ici la lecture. Tout simplement parce que je ne suis pas très confortablement installée et puis que mes voisins se réveillent, donc il commence à y avoir un petit peu de bruit. Donc je préfère arrêter ici. Alors dans une vidéo prochaine que j'espère faire assez rapidement, je ne vais pas m'avancer pour éviter de vous faire de faux espoirs mais je parlerai un petit peu du genre de ce livre, de ses particularités et de son intérêt d'un point de vue littéraire. Voilà. Je préférais faire une vidéo distincte, donc l'une avec une lecture et une autre avec quelques informations sur le livre. Voilà, pour que tout le monde puisse plus facilement s'y retrouver dans de ses attentes. D'ici quelques mois, si je retrouve encore du travail, je pense investir dans un micro un petit peu plus performant, mais également dans une caméra, puisque pour l'instant malheureusement je n'en suis pas pourvu. Voilà, et ça m'embête un petit peu parce que moi-même je préfère les vidéos où il y a un visuel, ce qui n'est pas le cas ici. Voilà, je me mets aussi à votre place. Je me permets aussi une petite remarque suite à une vidéo que j'ai vue récemment. Alors je ne vais pas citer le nom de ce, entre guillemets, youtubeur
que son ambition, je trouve, est un peu trop débordante, puisque ce jeune homme qui n'a encore jamais réalisé de vidéo ASMR a exprimé dans une de ses vidéos son souhait de devenir numéro 1 de la vidéo ASMR francophone. Alors, moi personnellement, c'est quelque chose qui me dérange, parce que, à mon sens, on ne fait pas de vidéo ASMR dans le but d'être numéro 1. Enfin, c'est presque antinomique, hein, parce que l'ASMR, c'est plus un état d'esprit, une envie de partager quand même des sons, des bruits, des mouvements, etc. Il y a quelque chose d'apaisant d'ailleurs dans la communauté ASMR, je trouve. Et si les gens s'amusent à rivaliser entre eux pour être numéro 1, numéro 2, etc. Enfin bon, en fait, il semble que c'est pas du tout l'ambition première. Enfin, en tout cas, le rôle premier de l'ASMR, c'est pas de faire des vues. Donc je comprends pas vraiment ce genre de comportement. Et à la limite, ça me semble même dénaturer la fonction première de l'ASMR. En tout cas des vidéos. Voilà. C'est un mini coup de gueule que je me permets de passer parce que ça, le principe me dérange un peu. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée et un bon repos. À bientôt.